Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous ce soir à cette séance virtuelle. Je vais attendre encore une petite seconde. J'ai encore un petit peu de monde en salle d'attente. Ça ne devrait pas être très long. J'ai quelqu'un qui semble pris dans les limbes de la salle d'attente. Mais, parfait. Bien, je vais commencer, puis de toute façon, les gens ils vont continuer là, de se connecter tranquillement, pas vite. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Là. Merci d'être parmi nous ce soir pour cet atelier d'information et d'échange thématique qui va porter sur le développement urbain et la protection des milieux humides et hydriques. C'est une séance là, qui s'inscrit dans la foulée de différentes séances d'information qui touchent le plan régional des milieux humides et hydriques. Moi, je suis Alexandra Mauger, je suis conseillère en consultation publique. Je vais animer la séance de ce soir. Heureusement, là, je suis bien accompagnée. D'abord, je présente Mme Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif responsable de la planification de l'aménagement du territoire. Monsieur Claude Lavoie, qui est membre du comité exécutif et responsable de l'interaction citoyenne. Madame Julie Deslandes, qui était la chargée de projet et conseillère en environnement au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Du même service, j'ai Mme Amélie Morissette Desjardins, qui est conseillère en urbanisme, Mme Marilyn Pedneau, qui est directrice de section, et Bonsoir. Ah. et Monsieur François Tremblay, qui est conseiller en développement économique. Également, on a la chance d'être accompagné par Mme Kim Marino, qui est biologiste, présidente de Biodiversité Conseil et chargée de cours au Centre universitaire de formation en environnement de l'Université de Sherbrooke. Voilà. Donc, comme plusieurs d'entre vous devaient le savoir, peut-être que vous étiez même présents ce soir-là avec nous, on a eu une séance d'information générale sur le plan régional des milieux humides et hydriques qui a eu lieu le 22 septembre au Centre de loisirs des Trois Saisons et ainsi qu'en ligne. L'enregistrement est disponible là, depuis le 23 septembre. Il était d'ailleurs demandé aux participants de, à tout le moins, le visionner avant d'assister à la rencontre de ce soir. Et la semaine prochaine, le 20 octobre, on poursuit nos séances d'information avec une séance d'information et d'échange thématique sur les secteurs agricoles et forestiers et la protection des milieux humides et hydriques. À ce stade-ci, je laisserai peut-être Mme Boucher ouvrir la séance, puis je vais poursuivre avec le déroulement de la séance. Donc, Mme Boucher, allez-y. Bonsoir. Ça fait un petit peu bizarre la dernière fois, le 22 septembre, c'était en présence, donc on avait quand même plusieurs personnes devant nous. Là, je vais faire comme si vous y étiez tous. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui que vous soyez là pour l'atelier d'information et d'échange sur le... En fait, ce soir, c'est le thème du développement urbain et protection des milieux humides et hydriques. On sépare la rencontre en deux thématiques. Ce soir, c'est ce volet-là. En fait, pour moi, ce soir, c'est d'entendre vos préoccupations, pouvoir entendre vos craintes. Puis en même temps, vous avez accès à une grande équipe devant vous. Donc, il y a plusieurs intervenants de la ville qui vont être présents pour répondre à vos questions, recueillir vos commentaires. Donc, vous allez avoir beaucoup d'espace pour avoir cet échange-là. C'est l'objectif de la soirée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, Madame Boucher. Donc, effectivement, là, ce soir, la séance va venir aborder la question là, de la cohabitation entre le développement urbain et les milieux humides et hydriques. Puis, les citoyens auront l'occasion de un petit peu de faire part de leurs enjeux, de leurs préoccupations. Puis, ils pourront également poser leurs questions aux professionnels de la ville. Là, je vais bien expliquer à quel moment on va pouvoir poser toutes les questions là, qui pourraient surgir. Voilà, donc on va d'abord commencer avec un survol des éléments clés là, du PRMHH tels qu'on les a présentés un petit peu le 22 septembre. Ensuite, Mme Marino là, va vous faire une présentation d'exemples inspirants. Et enfin, on aura une période d'échange en sous-groupe qui va être accompagnée là, avec professionnels de la ville ou avec Mme Marino. On va vous poser là, des questions à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là que vous aurez l'occasion d'aller visionner une carte interactive. Vous pourrez aller voir là, quels sites ont été désignés comme des milieux humides d'intérêt. On va revenir là-dessus, mais la carte elle va être disponible seulement que pour ce soir. Et il y aura un retour en plénière. L'objectif, si on est bien sage ce soir, ça serait de finir vers 21h05. Et voilà.
Puis juste pour rappel, bien, la séance de ce soir, là, on avait vraiment utilisé toutes sortes de moyens là, pour entrer en contact avec les gens, dont un communiqué de presse via le site web, les réseaux sociaux, actualités dans les pages d'arrondissement concernés, des envois à des listes d'abonnés et la diffusion d'un visuel sur le réseau d'écran de la ville. Voilà, donc, bien, je pense qu'on peut débuter. Julie, tu peux y aller. Bonsoir, c'est avec grand que je vais vous parler, faire un survol du plan régional ce soir. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. OK. Bon, est-ce qu'on a perdu? Ça ne sera pas long. Julie, on te perd, je pense. OK. Est-ce que vous voyez mon fond d'écran? On voit le fond d'écran. Parfait, on va y arriver. Je change l'affichage. Ah, c'est ça, l'enjeu de travailler à distance. Ah ah! C'est bon? Oui, parfait. Parfait, merveilleux. Donc, c'est un projet qui se travaille depuis un certain temps au niveau de l'agglomération de Québec. Donc, je vais faire vraiment un survol rapide qui est vraiment un rappel là, de la présentation qui a été faite le 22 septembre, mais avec des petits éléments de plus. Donc, la présentation va se décliner en 7 points. Je vais commencer par vous parler du contexte, de la démarche, des étapes d'élaboration, de la proposition de milieu de fonctionnement sur la table, les choix, les engagements, qui est une étape qui est en cours d'élaboration, et une stratégie, la stratégie de conservation aussi, qui est en cours d'élaboration. Ensuite, je vais finir là, par les prochaines étapes là, à venir là, en 2023. Donc, son nom le dit, le plan régional s'attarde aux milieux humides et hydriques. Donc, vous les voyez nommés ici. Lors de la rencontre du 22 septembre, on en a parlé là, longuement. Donc, si vous voulez avoir des informations spécifiques là, sur ces milieux, vous pourrez aller consulter la présentation. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous faire visionner une petite capsule qui a été élaborée là, pour présenter ces milieux-là et présenter aussi leurs bénéfices. Alors, j'appuie sur... Saviez-vous qu'au Canada, on retrouve le quart des milieux humides de la planète? À l'échelle de la province de Québec, ces milieux couvrent environ le 10e du territoire. Ils marquent la transition entre les milieux purement terrestres et aquatiques. Ainsi, la flore et la faune y sont adaptés à un sol régulièrement saturé en eau. Les milieux humides subissent actuellement de nombreuses pressions. En un peu plus de 20 ans, presque 20% des milieux humides des basses terres du Saint-Laurent ont été perturbés. Mais pourquoi s'intéresse-t-on aux milieux humides? Et à quoi servent-ils? En plus d'être des lieux prisés pour la pratique d'activités récréatives, ils constituent des infrastructures vertes représentant un capital naturel d'une immense valeur. Comme des éponges, en période de crue, certains milieux humides retiennent l'eau, ce qui diminue les risques d'inondation. En période de sécheresse, ils rechargent la nappe phréatique, assurant un approvisionnement continu d'eau dans les rivières. On leur reconnaît également la vertu d'îlot de fraîcheur et une importante capacité de stockage de carbone. Enfin, ils protègent les berges de l'érosion, ils améliorent la qualité d'eau en la filtrant et sont le refuge d'une grande biodiversité. Au Québec, plus de 400 espèces végétales vivent exclusivement en milieu humide. Ceux-ci abritent le quart des espèces floristiques menacées de la province. Une étude réalisée par des chercheurs québécois
à évaluer la contribution de ces milieux au bien-être des habitants de l'agglomération de Québec. Ces bénéfices correspondent à une valeur économique annuelle de 4,8 milliards de dollars. Avec les conséquences croissantes des changements climatiques sur nos sociétés, tous les bénéfices générés gratuitement par les milieux humides sont importants. Ces joyaux naturels doivent donc être protégés et valorisés à leur juste valeur. Donc, voilà. Oups. Oh, pas à faire. Oui, c'est bon. Ça ne sera pas long. OK. Je relance mon partage. Désolée pour ceci. OK. Donc, voilà, fait que ça vous donne des belles images là, des milieux là, qui se retrouvent sur notre territoire et de leur rôle qui est vraiment majeur. Comme vous l'avez entendu, là, au niveau du Québec, là, des basses-terres du Saint-Laurent, il y a quand même une certaine pression là, qui est exercée sur ces milieux. En 20 ans à peu près, il y a eu 20 là, des milieux humides qui ont été altérés là, dans ces basses-terres. Au niveau de l'agglomération de Québec, on a aussi là, certains enjeux. Là, en 15 ans, il y a 175 autorisations qui ont été données pour des projets là, réalisés dans des milieux humides et hydriques. Donc, c'est à peu près 124 hectares là, qui ont été touchés par des projets, ce qui correspond à peu près à 1 là, des pertes là, au niveau du Québec là, au complet. En considérant qu'on a à peu près 100, en fait, on a 101 MRC sur le territoire de la province. Donc, c'est vraiment 1 là, des pertes qu'on a sur notre territoire. Donc, on n'est pas pire, on n'est pas mieux que les autres MRC, mais c'est vraiment là, quand même des chiffres là, qui démontrent là, qu'il y a moyen, là, il y a lieu de faire mieux. Donc, la responsabilité d'élaborer un plan régional découle d'une loi. C'est la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques qui a été adoptée en 2017. Cette loi-là, elle a fait vraiment une réforme là, majeure au niveau de l'encadrement là, juridique par rapport à la conservation de ces milieux-là. Donc, c'est ça, 5 lois là, qui ont été modifiées, c'est vraiment important. Et c'est dans la loi sur l'eau que la responsabilité d'élaborer le plan régional a été confiée là, au niveau des MRC. Vous voyez, il y a la page couverture du petit guide qui a été développé par le ministère de l'Environnement pour venir encadrer, aider les MRC à répondre aux exigences là, du gouvernement, puis aussi des grilles d'évaluation qui ont été produites par les différents ministères qui se pencheront là, sur l'évaluation de ces plans. Donc, l'objectif du plan régional, c'est vraiment de produire, de réaliser une réflexion qui est stratégique, qui va permettre de mieux intégrer les milieux humides et hydriques au niveau de la planification, de l'aménagement et du développement du territoire pour arriver vraiment à un développement qui est beaucoup plus durable, structurant et prévisible. Donc, lorsqu'on parle de développement durable, on voit les sphères, là, les grandes sphères, les grands axes là, du développement durable. Donc, oui, le volet environnemental, mais il y a également les aspects économiques et sociaux qui doivent être considérés dans cette démarche-là. Ce qui est important de dire, c'est que bon, les plans régionaux devront être révisés aux 10 ans. Et c'est des documents stratégiques qui vont percoler au niveau du schéma d'aménagement et de développement là, des MRC.
Si on parle du développement durable, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, dépendamment à qui on pose la question. On pourrait avoir des réponses très variées en passant par la protection de la biodiversité, la prospérité, la résilience, l'économie circulaire, le transport collectif, l'équité. Donc, ça touche vraiment à beaucoup, beaucoup d'aspects. Et c'est vraiment un projet là, collectif. Donc, s'il y a quatre mots que je souhaiterais que vous reteniez là, par rapport au plan régional, le premier, c'est obligatoire. Comme je l'ai dit, c'est une obligation légale, mais c'est également une occasion pour communiquer clairement les intentions de conservation de l'agglomération. Il y a le mot conservation, mais il faut garder en tête qu'il y a une gradation au niveau de la conservation. Oui, il y a certains milieux dans lesquels on souhaiterait avoir une conservation qui est plus intégrale, mais dans la majorité des cas, l'utilisation durable, donc permettre certains usages qui sont compatibles avec la conservation de ces milieux-là, peut être envisagé et on parle vraiment là, de conservation là, à ce niveau-là. Donc, c'est des activités qui n'affectent pas la pérennité ou les fonctions là, des milieux. Et on peut également inclure des activités de restauration, donc qui concernent là, des milieux qui peuvent avoir été perturbés dans le temps. Ces milieux ont un impact au niveau de la qualité de la résilience. Donc, on a vu là, des chiffres là, dans la petite capsule. Donc, c'est des éléments qui sont de plus en plus quantifiés. On reconnaît de plus en plus les rôles multiples là, qui sont offerts par ces milieux-là. C'est vraiment des petites infrastructures vertes qui agissent là, au bénéfice de l'homme. Et c'est un patrimoine culturel, naturel, pas culturel, naturel, qui se répartit sur des biens, des terres publiques et privées, donc qui ont un impact collectif, mais qui constituent, en matière de conservation, un défi qui est collectif. Donc, rapidement, vous voyez les quatre étapes là, les plus importantes là, associées à l'élaboration du plan régional. Donc, la première étape qui consiste à produire un portrait, donc regarder le contexte d'aménagement du territoire, également le contexte environnemental, donc essayer d'identifier où se répartissent sur le territoire les milieux humides et hydriques, produire des bassins, des portraits à l'échelle des bassins versants, donc qui est l'unité là, qui est préconisée pour faire la gestion intégrée de l'eau. Ensuite, il y a le diagnostic qui s'attarde à l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces ou des pressions qu'il y a sur ces milieux. Dans le diagnostic aussi, les MRC sont appelés à poser des orientations, des objectifs de conservation et à identifier des milieux humides et hydriques d'intérêt. Les deux dernières étapes, c'est des étapes qui sont toujours en cours d'élaboration. Donc, on est dans notre petit marathon pour finaliser le travail. Donc, les choix engagement, les MRC sont invités à regarder le territoire, à regarder les secteurs qui sont ciblés pour du développement et voir si on y retrouve des milieux humides et hydriques. Dans lequel cas, il faut vraiment tenter d'éviter, minimiser les impacts et lorsque ce n'est pas possible, évaluer les pertes potentielles de ces milieux-là et la capacité là, à atteindre le principe d'aucune perte nette, là, qui est un principe là, fondateur là, du plan régional. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Et la stratégie de conservation qui vient proposer un plan d'action pour faire atterrir là, la conservation là, sur le territoire. Donc, je vais passer tout de suite au milieu humide d'intérêt. Donc, je ne rentrerai pas en détail dans les critères qui ont été retenus pour sélectionner ces milieux. Il y en a 8. Ils se basent beaucoup sur la question des fonctions et des services rendus par ces milieux-là.
Donc, notamment au niveau hydrologique, au niveau de la filtration de l'eau, donc le maintien là, de la qualité de l'eau de nos rivières, la régulation du niveau d'eau, comme on l'a expliqué dans la petite capsule, c'est des éponges qui retiennent l'eau, qui atténuent les risques d'inondation, mais aussi en période de sécheresse, ils permettent d'alimenter de façon continue les rivières. Il y a le volet biodiversité, hein, c'est des milieux très, très riches et qui présentent là, vraiment des habitats exceptionnels. Et il y a le volet esthétisme, qualité paysagère, support aux activités récréatives, qui est une autre fonction qui est très importante. Ici, vous voyez la cartographie qui a été produite pour identifier les milieux d'intérêt. Donc, sur le territoire, il y a à peu près 39 km² de milieux humides qui ont été identifiés d'intérêt. Donc, vous les voyez en vert ici sur la carte. Ça représente à peu près 86% là, des superficies de milieux humides du territoire. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis, ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a déjà à peu près 50% de ces milieux-là qui font l'objet de diverses mesures de conservation, par exemple du zonage, des ententes de conservation, etc. Donc, ces milieux-là, où se retrouvent-ils sur notre territoire? Il y en a à peu près 30% en zone agricole, 22% au niveau du périmètre urbain, 43% dans la couronne forestière et 5% en marge du fleuve. En termes de caractéristiques, c'est intéressant de noter qu'il y a à peu près 80% de ces milieux qui ont une couverture végétale qui est constituée soit d'arbres ou d'arbustes. Donc, la protection de ces milieux-là vient avoir un bénéfice collatéral au niveau du maintien de la canopée, ce qui est très bien. Et il y a à peu près 40% qui sont des tourbières. Peut-être que vous vous questionnez par rapport au petit logo que j'ai mis là. En fait, les tourbières sont reconnues pour leur capacité vraiment importante là, à fixer le carbone atmosphérique. C'est vraiment un service qui est important, là, surtout dans un contexte de changement climatique. Donc, on passe au choix et engagement. Comme je l'ai dit, c'est un travail qui est en cours. C'est là qu'il y a une conciliation entre la conservation et le développement qui doit être fait. Donc, on regarde nos milieux d'intérêt et on se pose la question, est-ce qu'il y a un conflit par rapport à la planification du territoire actuel? Est-ce qu'on retrouve ces milieux-là dans des secteurs ciblés là, pour du développement? Si la question est non, bien, ça va bien. On a 38% de nos milieux d'intérêt qui ne sont pas actuellement dans des potentiels de développement, mais on a quand même à peu près 1% là, de ces milieux-là qui se retrouvent là, dans des secteurs là, à potentiel. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce qu'on révise la planification du territoire pour favoriser la conservation de ces milieux ou on accorde une priorité au développement, dans lequel cas, bien, il faut vraiment justifier comment l'étape de minimiser les impacts sera étudiée et réalisée. Et lorsqu'il y a des pertes inévitables, mais il faudra nécessairement compenser. Actuellement, il y a vraiment toute une mécanique qui a été mise en place par le gouvernement. Lorsqu'il y a des projets qui sont réalisés dans des milieux humides, l'initiateur de projet doit verser une contribution financière pour compenser les pertes. Sur notre territoire, c'est à peu près 62 $ là, le mètre carré là, pour les milieux humides. Et cet argent-là est injecté dans un fonds provincial qui va alimenter un programme de restauration pour financer la création et la restauration de milieux qui vont venir remplacer là, ceux qui ont été détruits ou affectés pour tenter d'équilibrer et de montrer, supporter le principe d'aucune perte nette. Dans tous les cas, ces projets-là sont soumis à des autorisations ministérielles.
Donc, les projets sont étudiés là, auprès du gouvernement. Donc, vous comprenez bien là, que bon, le principe d'aucune perte nette, là, il y a vraiment un équilibre à aller chercher et qui devra être documenté là, au niveau du plan régional. En termes de stratégie de conservation, c'est en cours d'élaboration. On a un plan d'action qui est en voie d'être complété. Là, actuellement, il y a 42 actions qui sont énoncées dans ce plan. Donc, il y a diverses mesures qui peuvent être prises pour favoriser la conservation des milieux humides et hydriques. Vous voyez des exemples ici qui sont donnés. Il y a des approches qui sont plus rigides, d'autres qui sont plus souples. On peut parler de réglementation, de stratégie d'acquisition de milieux. L'acquisition de connaissances, c'est vraiment un volet qui est clé. Mieux connaître, c'est mieux protéger. Il y aura nécessairement là, un travail à faire pour adapter les façons de faire, innover dans les projets de développement, se sensibiliser les citoyens par rapport à l'importance des milieux humides et l'importance de les conserver. Aussi, il devra y avoir nécessairement une synergie puis une mobilisation régionale des acteurs pour tirer avantage là, des forces là, des organismes qui sont actifs sur notre territoire et qui sont très compétents. Et donc là, c'est vraiment une belle opportunité là, de travailler ensemble. On pourra également, évidemment, saisir des occasions de conserver, réduire les pressions sur les milieux humides et hydriques et être proactif là, au niveau de la restauration et de la création de ces milieux. Donc, on réfléchit actuellement au niveau de l'utilisation durable de ces milieux-là, quelles activités peuvent être considérées comme étant compatibles là, avec la pérennité de ces milieux-là. Il y a certains éléments là, qui apparaissent ici. C'est vraiment un travail qui est en cours. L'idée, ce n'est pas nécessairement de mettre des cloches de verre là, sur les milieux, c'est vraiment de permettre là, des activités qui seront compatibles là, avec la conservation là, de milieux d'intérêt. Donc, dans les prochaines étapes, il y aura des ateliers. Là, on a notre atelier thématique sur le développement urbain aujourd'hui. Comme ça a été mentionné, il y a un autre atelier la semaine prochaine sur le volet plus agroforestier. En novembre, on va faire notre marathon pour finaliser les choix, les engagements, le plan d'action. En décembre, on vise vraiment une adoption et le dépôt du projet de plan régional au niveau du gouvernement qui l'analysera dans les prochains mois. Il y a différents ministères qui seront consultés pour se prononcer sur le plan régional. Et au cours de l'année 2023, il y aura l'adoption du plan et il y aura une boucle là, pour assurer l'harmonisation au niveau du schéma d'aménagement et de développement. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai hâte d'échanger avec vous là, par rapport à ce travail, donc recueillir vos perceptions, vos enjeux, etc. Donc, voilà. J'ai arrêté le partage. Merci beaucoup pour la présentation. On va pouvoir poursuivre avec la présentation de Mme Marino sur les exemples inspirants. Merci beaucoup à vous deux. Ça met vraiment bien la table. Là. La présentation de Mme Deslandes était vraiment assez complète. Là. Il va falloir que je saute de mes diapos. Non, c'est une blague. On s'est quand même bien coordonnés. Je voulais juste me présenter, prendre quelques secondes. Je suis biologiste de formation depuis plus de 30 ans et ma pratique est surtout en milieu privé, quoique j'ai travaillé à Québec pendant quelques années, notamment à Parc Canada.
Donc, ma pratique est surtout en inventaire, mais aussi en accompagnement des municipalités pour leur stratégie de conservation, stratégie d'aménagement. Je travaille beaucoup avec des architectes et des architectes paysagistes très reconnus et réputés. Accompagnement aussi au niveau de l'aménagement des aires protégées et des parcs, notamment les parcs municipaux. J'ai aussi fondé des organismes, notamment Éco-Corridor Laurentien dans les Laurentides, qui est le pendant, si vous connaissez, Corridor Appalachien du côté de l'Estrie. Donc, c'est le pendant laurentidien de l'accompagnement des municipalités pour justement faire la conservation dans le cadre des changements climatiques, notamment. Et j'enseigne à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en environnement pour mieux outiller les futurs travailleurs en environnement sur la valeur des écosystèmes. Donc, je vais partager mon écran pour commencer ma présentation officielle. J'ai de la misère à accepter que les gens ne peuvent pas intervenir pendant ma présentation, mais je pense que je vais réussir à survivre à ça. Juste le mettre en mode diaporama. C'est bien? C'est bien visible? Donc, on m'a approché pour aider un petit peu voir d'autres aspects possibles, peut-être faire rêver un peu les gens sur la possibilité de faire des aménagements urbains qui incluent les milieux humides, les milieux naturels en général, mais plus particulièrement les milieux humides et les milieux hydriques. Donc, effectivement, la présentation précédente montrait bien les services écologiques qui sont fournis par ces milieux-là. Ce n'est pas juste des endroits pour sauver les grenouilles. Hein, ça reste important de sauver les grenouilles, mais ça rend beaucoup de services qui sont économiquement très intéressants pour une municipalité qui doit gérer notamment les eaux de surface. Et vous présenter un peu des projets inspirants, des projets qui peuvent peut-être faire cheminer la réflexion vers des possibilités d'aménagement en milieu urbain, notamment, qui protégeraient en même temps les milieux humides et hydriques. Juste une petite capsule biodiversité, parce que c'est un mot que les gens utilisent beaucoup. Puis, je sais que les citoyens m'appellent beaucoup parfois pour me poser des questions. Est-ce que ce projet va être dangereux pour la biodiversité? Des fois, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que ça inclut, la biodiversité. C'est vraiment toutes les formes de vie, la biodiversité. Autant les animaux, les végétaux, les champignons, les micro-organismes. Et c'est aussi, ça inclut également, dans ce mot-là, on inclut aussi les gènes. Donc, d'un individu à l'autre, nos gènes sont différents. Ici, dans la salle, on est tous différents, même si on est de la même espèce. Donc, ça inclut ce concept-là. Et aussi, ça inclut toutes les échelles, c'est-à-dire aussi les écosystèmes. Donc, les écosystèmes, qu'ils soient humides, des forestiers, des pâturages, ça fait partie de la biodiversité. Donc, c'est un mot très, très englobant qui représente vraiment la vie, autant dans la biosphère en général sur la planète que dans des lieux très petits à différentes échelles. C'est très important, évidemment. Notre économie est basée sur la biodiversité. On n'a qu'à penser aux prélèvements forestiers, aux poissons qu'on doit s'alimenter, ainsi que l'agriculture. Ça fait aussi partie des services rendus par la biodiversité. On sait aussi qu'en plus de ça, bien évidemment, c'est très important. Il y a des citoyens qui sont plus sensibles que d'autres à ça, mais qui ont besoin des milieux naturels pour aller faire leur petit jogging, promener le chien et aussi pour se déposer au niveau de la santé mentale. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui prouvent que c'est très important pour la santé mentale et que ça réduit même l'utilisation d'antidépresseurs. Avoir accès à un milieu naturel à proximité de la maison, c'est très bénéfique. On sait aussi que tous les lieux qui sont à proximité de milieux naturels à l'intérieur d'une ville, c'est des lieux économiquement plus favorisés. Donc, on sait que ça a un impact sur la valeur des bâtiments quand il y a beaucoup d'arbres sur une rue ou quand il y a beaucoup de petits milieux forestiers ou humides à proximité des artères commerciales. Ça favorise la fréquentation de ces lieux-là parce qu'il y a un confort thermique notamment.
Et puis aussi, le fait qu'on a beaucoup dégradé jusqu'ici, on se rend compte que chaque milieu naturel encore résiduel dans le territoire, bien, ça vaut encore plus cher parce que la rareté augmente cette valeur-là. Et on sait que s'il arrive, bon, des tempêtes, des sécheresses importantes et aussi des chaleurs importantes en plein été, bien évidemment, la présence de ces endroits-là devient très importante. Donc, il y a plus de 40 services qui sont produits par la biodiversité, puis je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais vous voyez que c'est assez large, notamment la pollinisation à proximité des champs agricoles qui nécessite la présence de pollinisateurs. Les pollinisateurs indigènes, ils ont besoin d'avoir des milieux naturels pour aller s'abriter pendant la nuit. Donc, les différentes fonctions ont été bien présentées. Juste vous rappeler que le mot hydrique, milieu hydrique, c'est vraiment les endroits qui sont inondés en permanence 365 jours par année, donc des rivières, des cours d'eau, des ruisseaux et aussi des lacs, alors que les milieux humides, c'est essentiellement les endroits où il y a des plus grandes variations de niveau d'eau et un milieu humide, ça peut avoir l'air très sec à la fin du mois de juillet, donc il y a souvent des gens qui oublient que c'est un milieu humide, même si le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau du sol en permanence. Donc, on voit les différents types de milieux humides selon la hauteur de la nappe phréatique à l'intérieur des territoires. Donc, ça varie assez énormément et les marécages sont souvent les lieux qui disparaissent en premier puisque c'est les endroits les plus secs dans l'hydrosphère des milieux humides, c'est-à-dire que c'est des endroits qui ont de l'air, des forêts, mais qui sont inondés au printemps et qui ont une biodiversité différente. L'importance de l'eau, là, vous en avez parlé, c'est vraiment central dans la gestion des villes au Québec, dans le monde en général, mais au Québec en particulier. On ne pense pas qu'on va avoir des problèmes d'eau dans les prochaines années, mais ce n'est pas vrai parce qu'on en a déjà des problèmes d'approvisionnement en eau dans plusieurs municipalités du Québec, autant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les zones plus montagneuses au nord du fleuve et au sud du fleuve également. Donc, les lieux où on a des problèmes d'approvisionnement en eau sont en train de se multiplier à travers le Québec parce qu'on ne sait pas comment exactement ça fonctionne, les recharges des nappes phréatiques, les gens qui ont des approvisionnements par puits artésien, par exemple. Donc, tout ça, c'est des éléments qui devront être documentés de façon plus spécifique dans les prochaines années et on doit être assez préventif par rapport à ça. Donc, tous ces services rendus-là, qui soient la séquestration du carbone, la prévention des inondations, là, on sait que c'est assez important d'avoir toutes ces éponges-là à travers les bassins versants des territoires, rendent de grands services. C'est quand on les perd, ces endroits-là, qu'on se rend compte des conséquences ou des risques financiers de les avoir perdus, après les avoir perdus, notamment toute la gestion des eaux pluviales. Quand on n'a plus ces éponges-là à travers le territoire, bien évidemment, il faut que notre usine d'épuration s'occupe de plus grands volumes d'eau, donc ça coûte plus cher de traiter ces eaux de surface-là. Donc, c'est là qu'on voit les conséquences d'avoir perdu des milieux humides en amont à l'intérieur des bassins versants. Donc, tous ces services-là valent quelque chose sur le marché. Il y a différentes façons pour calculer ces valeurs économiques-là. Et ces valeurs économiques-là, comme vous voyez sur ma diapo, ça date de 2013. On est 10 ans plus tard. Plus ces milieux-là deviennent rares, plus ils créent si on veut, plus ils valent cher au niveau économique, au niveau des services qu'ils peuvent rendre. Donc, le traitement des eaux peut être plus coûteux quand on perd les milieux humides à travers le territoire. On peut manquer d'eau. On peut aussi avoir moins de revenus liés aux activités touristiques. Et tout ce qui est gestion des inondations, on voit l'importance de ces milieux-là dans le territoire parce que les conséquences sur les infrastructures peuvent être assez majeures, comme vous savez, globalement dans le territoire. La valeur des propriétés peut être aussi touchée quand il y a des zones inondables qui sont inondées. Évidemment, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc, tous les types de milieux humides jouent des rôles différents. Il y a des variations au niveau biologique, mais globalement, c'est l'ensemble qui joue, qui sert à avoir tous ces services. Juste un petit chiffre comme ça. Donc, on est à environ, dans l'agglomération de Québec, 8 du territoire qui est en milieu humide. Donc, ça reste assez, on a encore une petite marge de manœuvre, mais c'est certain que chaque milieu a une certaine importance.
Pour les protéger ou les conserver, il y a différentes stratégies. Madame Deslandes en a parlé beaucoup tout à l'heure, puis c'est en train de se concocter à l'échelle de l'agglomération. Donc, il y a beaucoup de possibilités et chaque cas est souvent unique selon les types de propriétaires, selon les enjeux. Est-ce que c'est plus en milieu agricole, forestier ou urbain? Donc, effectivement, la valeur doit être reconnue en premier. Ensuite, on doit essayer de, dans la mesure du possible, les protéger pour tous les services qui rentrent. Le zonage, c'est une façon de faire, mais vous allez voir, si vous connaissez bien l'actualité, que les derniers développements concernant la protection par zonage ont été un petit peu ébranlés là, il y a 2 semaines avec le refus de la Cour suprême de regarder le dossier de Mascouche. Au niveau des projets inspirants, je suis là pour vous faire rêver un petit peu ce soir avec des belles images, mais aussi vous raconter certains succès qui ont eu lieu dans le passé. Je commence par un projet qui m'a beaucoup fait avancer au niveau de ma connaissance de la stratégie de conservation. C'est le projet de la pointe sud de l'île des Sœurs. Vous savez, l'île des Sœurs, qui est une île au sud-ouest de Montréal, qui avait été achetée entièrement par un promoteur immobilier dans les années 60, sachant que le pont Champlain désenclaverait cette île. Donc, l'entièreté de l'île a été achetée pour du développement domiciliaire. Il était prévu, le zonage prévoyait un développement sur l'ensemble du territoire. Quand le territoire a été annexé à la ville de Verdun, évidemment, on s'attendait à complètement utiliser ce territoire. Il restait à l'époque une centaine d'hectares de marécages à l'intérieur de cette île, donc des zones qui étaient inondées à chaque année. Et puis, tranquillement, on s'est mis à développer et en commençant par le nord et en s'en allant vers le sud. Et à un moment donné, les citoyens ont demandé à la ville de s'assurer d'une conservation au moins d'une partie pour créer un parc municipal pour justement les bénéfices que ça peut procurer à ces citoyens qui habitaient dans cette portion qui venait d'être construite. Et tranquillement, il y a eu des pressions et du ministère de l'Environnement et de certains citoyens qui n'ont vraiment pas démordu pendant plusieurs années. Et finalement, il y a donc des portions de ce terrain qui ont été achetées selon différentes phases pour essayer de limiter l'empiètement des zones résidentielles. C'était vraiment un joyau écologique unique avec plus d'une dizaine d'espèces en situation précaire. Donc, l'histoire a bien fini, mais on a fini cette histoire avec 26 hectares sur les 100 hectares du départ. Donc, c'est quand même un projet qui a nécessité beaucoup d'argent et de la part des citoyens et de la ville. Donc, à la fin, c'est 15 millions que ça a coûté. On est dans des terrains qui valaient très cher au départ. Il y a eu quand même certains aménagements de nature un peu écologique entourant cette zone forestière-là, forestière et humide. Et finalement, c'est un beau cadeau que la Ville a fait à ses citoyens. Mais je peux vous dire pour avoir été là dès le départ, que les citoyens, il y a des gens qui ont mis des millions de dollars sur la table pour que ça fonctionne au bout du compte. Il y a eu aussi des restaurations de milieux humides et de milieux forestiers qui ont eu lieu pour s'assurer d'une certaine connectivité entre le milieu riverain au fleuve et le centre de la zone forestière protégée par la Ville. En plus du zonage parc municipal, il a été ajouté une servitude de conservation par-dessus ce statut-là pour s'assurer qu'à l'avenir, il était pour, de façon permanente, avoir un territoire protégé pour les générations futures. Donc, ce n'était pas suffisant d'avoir seulement un zonage parc à cet endroit. On sait que les zonages, ça peut quand même être modifié par un nouveau conseil municipal. Donc, tous les aménagements ont été faits dans un certain respect aussi des zones résidentielles et de s'assurer aussi de zones tampons entre les zones résidentielles et les zones à vocation de conservation. Aucun aménagement, à part où on voit le banc sur le bord du lac, du fleuve, mais il n'y a pas eu de gros aménagements de fait à l'intérieur. Une passerelle de bois, évidemment, vu que c'est un milieu humide, mais ça a été assez léger comme aménagement, mais c'est un lieu extrêmement utilisé par les citoyens qui donne une valeur à l'ensemble des propriétés dans un périmètre d'environ 500 mètres à 1 kilomètre autour de ce lieu. Beaucoup d'aménagements aussi pour favoriser certaines espèces en situation précaire, aussi
favoriser le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est vraiment un projet avec beaucoup de volets et une grosse implication citoyenne du début jusqu'à aujourd'hui également. Beaucoup de prix environnementaux. Deuxième projet que j'aimerais vous présenter, c'est un projet beaucoup plus récent qui date d'il y a 6 ou 7 ans, qui a été désigné comme le plus grand projet éco-responsable au Canada, qui s'appelle Urbanova à Terrebonne. Donc, c'est un territoire qui était en partie en milieu humide, en partie en milieu boisé et qui, il y avait beaucoup de pression de développement dans ce secteur qui est vraiment très grand. On a vraiment des dizaines d'hectares de territoire. Et l'idée, c'était de faire et de la conservation in situ en bonifiant les règlements existants, notamment, par exemple, pour protéger des largeurs plus grandes de bandes riveraines, par exemple, de passer de 10 à 30 mètres. Donc, il y a eu plusieurs bonifications par un PIA des règlements de zonage pour s'assurer de conserver par réglementation le maximum de secteurs à haute valeur écologique. Et ça l'a permis de gagner à peu près 40 à 50 du territoire en milieu protégé et laisser le développement sur les zones résiduelles qui étaient les zones les plus sèches, si on veut, qui possédaient le moins de milieu humide du territoire ou qui avaient une valeur écologique plus basse. Donc, il y a eu une priorisation de fait des secteurs pour s'assurer que c'était assez compatible et que les nouveaux développements à l'intérieur de ce grand milieu-là puissent avoir le moins d'impact possible sur les habitats qui étaient choisis pour être conservés à long terme. Il y a eu tout un travail justement de planification. Puis dans la réflexion, ce n'était pas juste de protéger les zones de haute valeur écologique, c'était aussi de s'assurer qu'il y avait une connectivité entre ces milieux-là et entre les milieux du grand projet et les milieux extérieurs à ce projet. Donc ça, c'était assez nouveau. Ça a été fait, ça a été planifié dans les 5-6 dernières années, mais il y a eu un document de corridor de biodiversité qui a été édité en 2021 et tout le développement est basé là-dessus. Donc, c'est vraiment un énorme territoire en bordure juste au nord de la rivière des Mille-Îles et c'est un territoire qui était déjà de part et d'autre assez construit et aussi enclavé à l'intérieur entre la rivière et une grande autoroute. Donc, ce n'était pas simple de favoriser un projet de développement et de conservation, mais ça a été bien réussi. Et sur la réflexion était beaucoup le long des cours d'eau et des fossés, des anciens fossés agricoles. Donc, ça a permis de commencer le squelette, si on veut, par les zones hydriques et ensuite de bonifier par les zones de grand intérêt écologique. Donc, c'est ça. Ça a permis aussi de faire un projet à haute densité. C'est vraiment ça aussi qui est assez unique, puisque dans les quartiers adjacents, c'est vraiment des quartiers qui étaient beaucoup plus standards de maisons unifamiliales. Et là, on a accepté des hauteurs beaucoup plus hautes, justement pour avoir cette espèce d'intégration des zones de développement à l'intérieur d'une trame verte et bien interconnectée aussi. Donc, juste des petites images comme ça. Donc, la colonne vertébrale, c'est vraiment les milieux hydriques. Puis après ça, on a ajouté des portions de noyaux écologiques assez importants. Et ça permet justement d'avoir à proximité de chaque habitation accès à des zones vertes, des zones avec des sentiers, etc. Donc, vous voyez, la densité est assez élevée à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Bien, les aménagements paysagers se sont faits aussi de façon très naturelle. On n'est vraiment pas dans l'aménagement paysager standard arbres et gazon. Là, on est vraiment dans des aménagements assez naturels avec peu d'entretien également. Donc, on essaie vraiment de garder le caractère champêtre et les paysages, rappelant aussi l'ancienne vocation agricole.
Troisième projet, là, on sort du Québec. Là, j'ai dit, il faut rêver un peu. Là, on va aller loin. Il y a vraiment des beaux succès en Europe en général. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Encore une fois, de la haute densité. Les gens ont souvent peur de la haute densité parce qu'ils se disent, ah, ça va faire trop de trafic, il va y avoir trop de monde, ça a l'air des cages à poules, etc. Quand on est habitué à des caractéristiques beaucoup plus unifamiliales, c'est difficile des fois de s'imaginer que ça peut être intéressant d'avoir des hautes densités dans des terrains. Pourquoi je vous montre ce projet-là? C'est vraiment de voir que ça peut être une possibilité et je ne sais pas ce que l'agglomération de Québec va décider actuellement, mais ça donne quand même une possibilité de conserver des zones vertes au niveau du sol de façon plus importante, de façon plus dense, et ça permet donc de favoriser une réduction finalement de l'empreinte écologique globale par unité par unité d'habitation pour sauver du terrain, si on veut, en aménagement plus vert, puis en territoire un peu plus collectif aussi. Ça peut même aller jusqu'à la gestion de territoires collectifs, donc que ce soit de l'agriculture urbaine ou de l'aménagement sur toit, par exemple, qui demande un certain entretien par les usagers ou les résidents de ces lieux-là. Donc, l'effet de densification doit être atténué pour essayer de limiter les effets d'îlots de chaleur, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un aménagement particulièrement de haute densité verte. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'arbres, on s'assure de créer des habitats verts, des espaces verts qui vont aussi climatiser les unités d'habitation. Donc, on doit s'assurer que les gens peuvent, à distance de marche également, retrouver la plupart des services qu'ils ont besoin. Donc, ça, c'est vraiment un projet intégré où finalement les gens peuvent vivre en bonne partie à l'intérieur de ces territoires-là. Il y a souvent aussi certaines surfaces qui sont vouées au commercial à l'intérieur de ce genre de projet-là. Donc, c'est vraiment des projets intégrés, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre. Nous, ici en Amérique du Nord, on est moins habitués à ça. Quelques images de qu'est-ce que ça peut donner. Intégration donc de plans d'eau à l'intérieur du projet. Donc, encore une fois, on essaie de protéger la qualité des eaux et aussi au niveau de la quantité parce qu'on doit s'assurer que les bâtiments qui vont être construits ne vont pas faire baisser les nappes phréatiques à l'intérieur des zones humides du territoire. Donc, ça, c'est des enjeux techniques qu'il faut quand même s'y pencher pour que ça fonctionne. Beaucoup de végétation en hauteur, ça permet de gagner aussi du temps. De gagner aussi de la verdure. Je me demandais, je me posais la question, combien de temps qu'il me reste? Je pense que je suis correcte. Le quatrième projet qui est quand même assez intéressant, puis qui vient d'un pays qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là. On sait juste qu'ils sont beaucoup de monde dans peu de surface de terrain finalement, mais ils ont quand même certains moyens et ils ont quand même beaucoup d'imagination, surtout quand il n'y a pas personne ne peut chialer après les instances publiques dans ce genre de pays-là. Hein. Donc, si le pays décide, les gouvernements décident de créer un nouveau projet quelque part, ils vont avoir toute la marge de manœuvre pour le faire. C'est une petite blague, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est des projets où on a essayé de gagner un peu de terrain sur des espaces avec des milieux humides et hydriques. Donc, ils sont rendus là, eux, à essayer d'occuper des endroits qui ont quand même une nature écologique, une qualité écologique importante. Donc, dans les zones périurbaines de la Chine, on a parfois des besoins d'espace. Donc, il faut trouver des façons imaginatives de quand même les occuper tout en protégeant ces éponges urbaines. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez novateur. En même temps, bien, il faut savoir que ça peut coûter plus cher construire à proximité ou à l'intérieur des zones hydriques d'un territoire puisque les infrastructures doivent être sur pilotis, etc. Donc, au départ, c'était déjà des milieux naturels, donc ce n'est pas des milieux naturels recréés. Et effectivement, la densification qu'on fait à proximité, vous voyez là, de part et d'autre, c'est vraiment des 8 à 10 étages et on ajoute une haute densité, donc peut-être moins de végétation à ces endroits-là, mais ça permet de conserver la zone hydrique et humide qui est au centre et ça permet donc de garder les qualités et les services écologiques de ce territoire.
Les possibilités sont aussi de construire de façon, c'est ça, comme j'ai dit, sur pilotis. Donc, ça permet de gagner aussi des aménagements, d'avoir des terrasses, d'être capable d'avoir aussi des sentiers, etc., qui sont sur pilotis ou qui permettent un accès à l'eau et donc à avoir un moment pour avoir des activités récréatives en lien avec ce territoire-là humide. L'architecture est très importante dans ce genre de projet-là. Ça doit être bien pensé. On est vraiment dans le design urbain, dans la qualité aussi de construction, parce qu'évidemment, quand on construit sur de l'eau ou à proximité, on fait des passerelles. Il faut absolument que les infrastructures puissent durer longtemps et on doit donc s'assurer aussi de la sécurité des usagers par rapport à ça. Et le dernier projet, et non le moindre, évidemment, j'ai été mêlée de près à ce projet. Je fais partie, mon entreprise fait partie des gagnants de 2 prix en développement durable et en planification planification urbaine au niveau canadien. Et c'est un projet assez novateur qui utilise des terrains un peu des terrains vagues, hein, qui sont au départ des terrains sous une ligne électrique importante qui traverse Montréal. Et qui se ramifie aussi à l'intérieur des zones construites, donc le long de certains boulevards et le long de certains axes commerciaux et industriels dans l'arrondissement Saint-Laurent-Montréal. Donc, l'idée, c'est de récupérer les eaux de surface qui arrivent et des rues et des terrains qui sont minéralisés et d'amener ces eaux-là à l'intérieur des zones vouées au corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir à connecter les milieux entre eux, entre la rivière des Prairies et la section sud, finalement, de l'arrondissement. Vous n'avez peut-être pas la géographie de ce territoire-là. On est vraiment dans des zones qui étaient autrefois agricoles et qui ont été beaucoup transformées pour l'industrie. Hein, c'est l'arrondissement le plus riche à Montréal. Donc, ils ont beaucoup de revenus industriels et commerciaux parce qu'ils ont des grands espaces voués à ces zonages-là. Et donc, il y a beaucoup d'îlots de chaleur, donc c'était de recréer aussi des milieux qui vont accueillir de la biodiversité, même si on n'a pas le droit, puisqu'en dessous des lignes électriques, comme vous savez, on ne peut pas aller en hauteur beaucoup. Donc, il faut utiliser d'autres types d'habitats pour recréer et ces milieux humides-là et ces zones de prairies fleuries qui sont sur des grandes distances quand même. Donc, ce projet-là est immense. Il va être par phase, évidemment. Donc, il y a certaines phases qui ont commencé. Cette année, il y a eu la Fondation de la Faune qui a donné 1 million de dollars pour recréer ou restaurer des milieux humides à l'intérieur de certains boisés qui sont adjacents à ce grand corridor-là. On a aussi prévu recréer une connectivité hydrique. Donc, ça, c'est un ajout important qui se fait rarement en milieu aussi hautement résidentiel et commercial. Donc, c'est vraiment de récupérer les eaux de surface à l'intérieur de ces jardins de pluie sur des distances assez importantes et de revoir aussi les niveaux topographiques pour s'assurer qu'il y a une diversité biologique qui peut s'instaurer sur des petits butons et ainsi créer les zones de dépression humide nécessaires à cette gestion des eaux de surface. À l'intérieur de ça, on a prévu aussi d'avoir des activités pour les humains, pour les résidents. C'est des lieux qui sont très peu fréquentés actuellement. Il n'y a pas de sentier, il n'y a pas beaucoup d'accès. Donc, recréer des petits habitats pour que les écoles des quartiers environnants puissent venir avec les élèves et aussi assurer de ravoir de la faune à ces endroits-là également, puisqu'à Montréal, comme à Québec, c'est des lieux important pour la migration des oiseaux notamment. Donc, il y a déjà des oiseaux qui passent, mais il manquait quand même un peu de végétation pour les accueillir. Donc, ça devrait favoriser l'accès à ces espèces-là. Donc, en conclusion, on peut se rappeler qu'effectivement, les milieux humides sont très importants, les milieux
hydrique aussi en milieu urbain. On a vraiment un intérêt collectif à les conserver. Ensuite, comment on les conserve ou comment on les restaure, bien, ça va être à développer projet par projet, mais je crois que globalement, il faut aller dans ce sens puisqu'il faut s'adapter et se préparer à ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, ça va être difficile, notamment pour les infrastructures urbaines, et on doit absolument faire les étapes préalables pour ne pas être pris dernière minute avec des catastrophes de gestion de l'eau notamment. Donc, il faut absolument s'arranger pour que les prochaines années soient un peu plus favorables à la conservation de ces habitats-là. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre attention. Vous n'avez pas le choix, là. Vous avez vos micros fermés, alors... Bien, merci beaucoup, Madame Arnaud. Vraiment, c'était vraiment fascinant. Puis, on apprend là, vraiment sur c'est ça, comment jongler en développement urbain, qui reste quand même une obligation des villes, là, qu'il faut incontournable, là, disons, mais que c'est toujours possible là, dans l'harmonie avec les milieux. Tout à fait. D'ailleurs, je vous inviterai, Mme Marino, on se posait la question, pourriez peut-être laisser votre adresse courriel, si vous êtes d'accord, là, dans l'espace de clavardage, si jamais les gens avaient des questions qui surgissent là, plus tard dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup là, encore pour la super présentation. Il y a certains d'entre vous, d'ailleurs, qui auront la chance d'être accompagnés par Mme Marino lors des échanges en sous-groupe. Donc, à cet effet-là, là, je comprends qu'il pourrait y avoir peut-être des questions qui vous brûlent, non les lèvres, mais bien les doigts cette fois, si vous vouliez les écrire. En fait, on va prioriser les questions, on va les garder vraiment pour la fin, mais pour y noter vos questions en attendant. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous diriger là, vers des salles virtuelles différentes. Vous allez être attribués, vous êtes tous accompagnés en fait avec un professionnel de la ville ou avec Mme Marino. Puis également, là, je souligne que dans ces sous-groupes-là, vous seriez accompagnés là, par des professionnels qui œuvrent dans le domaine. Donc, je remercie beaucoup Mme Mélanie Deslongchamps, qui est directrice générale d'Agiro, Anne Rapin, chargée de projet en environnement du même organisme, Louis Desilets, qui est président du conseil de bassin versant de Lac-Saint-Augustin, Mme Nancy Dionne, qui est directrice générale de l'OBV de la capitale, ainsi que M. David Vien, directeur général adjoint au Conseil général de l'environnement de la région de la capitale nationale, le CRE. Donc, ils vont vous accompagner dans ces sous-groupes-là. On va alors vous poser 2 questions. Dans un premier temps, on va vous donner le lien pour aller consulter la carte interactive des milieux humides d'intérêt qui ont été identifiés là, dans le cadre du plan régional de l'agglomération. Puis ensuite, on va vous inviter à échanger sur 2 questions qui seraient quelles sont les préoccupations et les enjeux que vous anticipez suite à l'adoption du PRMHH. Ça pourrait être entre autres là, pour les gens qui possèdent en fait des milieux humides. Et puis, quelles actions vous recommanderiez à la Ville afin d'accompagner ces citoyens-là suite à l'adoption du PRMHH, donc du Plan régional des milieux humides et hydriques? Puis, on va également demander à vos groupes là, de désigner un porte-parole. Et cette personne-là, elle viendrait rapporter les principaux enjeux qui auraient été soulevés durant les échanges, ainsi que les actions que vous recommandez à la Ville. Donc là, à ce stade-ci, en fait, je vais vous rediriger là, vers ces sous-groupes-là. Il va y avoir une question qui va vous apparaître à l'écran pour vous demander de vous téléporter vers cette autre salle. Donc, je vais vous demander d'accepter l'invitation. Et voilà. Donc, je vais lancer ça sans plus attendre.